faire ce que je suis en train de faire là, imaginez-vous, j'ai allumé plusieurs ordinateurs et plusieurs tablettes chez moi à la maison. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Donc, il y a problème, sérieux problème, et ça doit concerner tous les Africains. Vous voyez, les Africains, la plupart aiment être dans les réseaux sociaux pour regarder les femmes. Sur Google, ils vont sur d'autres sites regarder que les femmes, discuter avec les femmes. Hein? Mais s'intéresser des vrais sujets. Ils s'en foutent. Regardez hier, par exemple, j'ai fait le sujet sur la RDC. Sur le Congo RDC. Est-ce qu'il y avait beaucoup, il y avait pas mal qui étaient connectés? Non, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent parce qu'ils voient que la RDC, c'est pas leur problème. Mais chapeau. Voilà comment les Blancs rigolent quand ils regardent les Africains. Ils savent que ce sont des peuples qui ne sont pas unis. Malheureusement, c'est ça. On va aller sur le sujet d'aujourd'hui. Les réseaux criminels en Afrique. Création et enjeu. 4 milliards d'assoiffés dans moins de 8 ans. Que cachent les Nations Unies? Mais c'est très facile. Très facile. Nous avons le bassin du Congo. Le bassin du Congo intéresse les multinationales, les occidentaux, 666. Voilà. Le bassin du Congo. Nous aurons ce qu'on appelle la guerre de l'eau. Ces informations, moi je les connaissais depuis, mais j'attendais le moment. Création qu'on appelle la guerre de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de tracer des traversées de notre fleuve. Ils tirent l'eau en direction du Tchad. Le Tchad. Regardez sur les réseaux sociaux, vous frappez la guerre de l'eau. La guerre de l'eau. Hein? Vous frappez la guerre de l'eau. Vous frappez le fleuve Congo. Hein? Vous allez voir. Il y a beaucoup d'informations dedans. Suivez. La guerre de l'eau. Donc cette eau-là, l'eau du bassin du Congo est une eau très riche. Cette eau, elle sert beaucoup pour notre protection, 1, de nos terres, 2, de nos forêts, 3, pour nos oiseaux et toute espèce qui se trouve dans nos forêts du bassin du Congo. Nous avons plusieurs espèces dans ces eaux-là. Nous avons plusieurs espèces. Et ces espèces-là, les multinationales, eux, ils s'intéressent à tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Les dictateurs marionnettes de la France. Pourquoi les dictateurs marionnettes de la France et ces dictateurs qui sont les pions de l'Europe et des États-Unis? Oui, et de tous les autres Européens, occidentaux 666. Ces marionnettes sont bien aimées par les Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu nos fleuves. Hippolyte Kanambe alias Kabila de merde. Sassou Nguesso de merde. Ils ont vendu nos fleuves aux Occidentaux 666. Oui. Attendez. Vous vous souvenez, avant je vous ai parlé
des maisons flottantes sous l'eau et au-dessus de l'eau. Vous vous souvenez? Les maisons flottantes. Pourquoi? Parce que plus tard, il y aura inondation dans le monde. L'Europe va connaître une grande sécheresse. Il y aura l'inondation aussi partout. Les États-Unis, pareil. Bon, pour avoir ce qu'on appelle l'eau vraiment, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la guerre de l'uranium, trafic de la guerre de l'uranium. Voyez, en RDC, il y a pas mal de camions de trafic de l'uranium. Mais tout est tracé, c'est voulu. Avec la complicité de l'enfoiré de merde Moïse Katumbi. Moïse Katumbi que pas mal des Congolais prennent pour leur sauveur. Or, c'est un enfoiré de merde. C'est un pion des Occidentaux, 666. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Moïse Katumbi, son père n'est pas un Congolais. Sa mère n'est pas une Congolaise. Regardez, moi je suis né au Congo-Brazzaville. J'ai vu à l'époque des gens, vous avez des gens qui sont dans le gouvernement de Sassou. Ils ne sont pas allés loin dans les études, ils ne sont même pas arrivés au lycée. Mais il y a certains qui ont eu à aller au Zaïre à l'époque de Mobutu, qui ont fait des faux diplômes. Ils ont payé, on leur a attribué des faux diplômes qu'ils ont fait des lycées en RDC. Mais en réalité, ils ne sont jamais allés dans les lycées en RDC. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, ils payaient même acte de naissance comme s'ils sont nés en RDC, mais ils ne sont pas nés en RDC. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Je connais. Donc, il y a eu beaucoup de désordre en RDC. Pas mal de gens vont se faire passer pour des Congolais, mais ce n'est pas des Congolais. Mais les Congolais de la RDC, qui sont à l'époque de Mobutu des Zaïrois, ils se connaissent. Ils connaissent qui est qui. Mais ce n'est pas pour rien, ils sont en train de liquider pas mal de gens pour cacher les informations. La guerre de l'eau. La guerre de l'eau doit intéresser pas mal de gens. Les guerres qu'ils sont en train de faire, de tuer en RDC, génocide atroce, viol, c'est pour cacher tout ce qu'ils sont en train de faire aussi derrière, manigance du fleuve Congo. Le fleuve Congo, quand les Africains regardent ce fleuve, ils se disent que c'est à nous. Mais en réalité, le fleuve Congo est parti. Ils ont vendu ce fleuve. L'eau du Congo, quand vous regardez, vous êtes content. Vous dites, il y a des bons poissons dedans, il y a tout. Mais ils ont vendu nos fleuves. Les dictateurs marionnettes, Kabila, Sassou, ils ont vendu nos fleuves. Ali Bongo XPD, il se trouve aussi dans ce dossier. Il y a pas mal de présidents africains, mais qui ne sont pas des présidents, des marionnettes, des moutons, des chats, des chiennes, oui. Parce que quand les francs-maçons leur disent tournez-vous, et eux ils passent derrière eux. Frottage des fesses, oui. Ils adorent les positions homosexuelles, les positions PD, ils adorent. Nos fleuves sont partis. Ils ont vendu nos fleuves. Le fleuve Congo, le fleuve Ubangui-Chari, vous vous rappelez? Ubangui-Chari. Le fleuve Centrafrique, ils ont vendu nos eaux. Peuple africain, il est temps que nous ouvrons les yeux. L'Afrique va mal. Nous allons passer sur un bon reportage, vous allez suivre. Et après, je mettrai d'autres bons reportages.
bienvenue dans le monde de la vérité. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, il y a des gens, ils ne peuvent pas le faire. Il y a des gens, ils ne peuvent pas le faire. Attendez, mais pour faire ce que je suis en train de faire, il faut avoir quelque chose dans la tête. Si tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Hein? Il faut avoir quelque chose dans la tête. Ne voyez pas le tiers comme ça, seulement le tiers comme ça. Hein? Non. Bon, c'est parti. Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Les hommes vont avoir soif et risquent de s'entretuer pour accéder à l'eau potable. Les chiffres des Nations Unies sont impressionnants et font peur. En 1995, 400 millions de personnes étaient dans une situation de stress hydrique. Dans moins de 8 ans, si rien n'est fait pour éviter cette catastrophe, ils seront 4 milliards. Pour en parler, je reçois l'un des meilleurs experts dans ce domaine, Franck Galland, président d'Environmental Emergency and Security Service, également chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour Franck Galland. Est-ce qu'on peut délimiter ce qu'est ce stress hydrique? On parle de 500 mètres cubes par an et par habitant. C'est quoi? Alors, c'est une donnée issue de travaux d'un remarquable chercheur qui était Martin Falkenmark, un chercheur suédois qui a essayé de quantifier effectivement cette pénurie d'eau. 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables, c'est rien. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on a cette chance d'être à 3300 en moyenne. Et vous avez des pays comme le Yémen, bien avant le conflit qui endeuille ce pays, le Yémen était à 200 mètres cubes d'eau par an et par habitant en termes de ressources renouvelables. Donc, autant vous dire, plus rien. Alors, vous le dites très bien dans vos différents ouvrages, notamment celui qui est sorti dernièrement, Le Grand Jeu, aux éditions CNRS. Vous dites qu'il y a évidemment une partie de la Terre qui souffre plus qu'une autre, et notamment la Méditerranée. Pourquoi? Alors, de manière générale, si on regarde une carte matérialisant le stress hydrique, vous avez une diagonale de la soif qui part de Tanger et qui remonte jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Elle traverse l'Afrique du Nord, elle traverse le Proche Moyen-Orient, elle traverse le Pakistan, et elle arrive effectivement sur cette partie septentrionale de la Chine, qui quand même regroupe environ la moitié de la population chinoise, donc la moitié de quasiment 1,4 milliard d'habitants. Donc c'est effectivement une zone à risque qui, par manque de gouvernance sur la gestion de l'eau, qui, par conséquence du changement climatique, par épuisement de la ressource due à une activité industrielle, une activité agricole qui a énormément ponctionné sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, et sur excusez-moi, les... Eh bien, cette zone manque cruellement d'eau aujourd'hui. Donc on est... je dirais, à un croisement de chemin, à une accélération de l'histoire, et je dirais, même si Hillary Clinton n'a pas été élue, elle avait, comme en tant que secrétaire d'État de la présidence Obama, demandé un rapport à la communauté nationale du renseignement américain, qui est sorti le jour de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars 2012, et ce rapport s'est appelé Global Water Security, c'est-à-dire les enjeux sécuritaires et stratégiques liés aux ressources en eau au niveau global. Eh bien, ce rapport a eu la pertinence de montrer qu'il y avait alarme, de montrer malheureusement qu'il fallait agir sur le sujet. Peut-être est-ce trop tard dans certaines parties du monde, je vous parlais du Yémen tout à l'heure, mais à l'évidence, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et en tout cas, on peut par la technologie, comme par le savoir-faire humain, renverser la tendance. Alors pour l'heure, avant de renverser la tendance, il y a quand même des régions qui souffrent plus. Vous l'avez dit, le sud de la Méditerranée, c'est vraiment dur là. Les chiffres que vous publiez, c'est 3% des ressources en eau du monde sont là, dans ces régions-là, mais la moitié de la population la plus pauvre en eau en Méditerranée, c'est juste à côté de l'Europe quand même. C'est à 1 heure d'avion de Paris, 1h30 d'avion de Paris. L'Afrique du Nord, pour être plus précis, c'est 0,1% des ressources en eau renouvelables au niveau mondial. Bon, là, il n'y a pas de grand fleuve aussi. Alors, il n'y a pas de grand fleuve, c'est essentiellement dans les nappes qu'on a encore des choses, et ces nappes, du fait d'un usage agricole particulièrement intensif, il faut bien se rendre compte qu'environ 90% des ressources en eau sont utilisées à des fins agricoles.
De grands pays comme le Maroc, par exemple, largement exportateurs de fruits et légumes, utilisent leurs ressources en eau pour nourrir la planète et l'Europe occidentale en particulier. Donc ça va coincer sur l'agriculture, mais vous le dites aussi sur le tourisme. Sur le tourisme, c'est-à-dire que les conséquences de la pénurie d'eau sont des conséquences domestiques, des gens qui n'ont pas accès à l'eau, des conséquences industrielles, parce que pour produire effectivement, par exemple, une tonne de cuivre au nord du Chili, zone qui recèle l'ensemble des réserves mondiales au niveau cuivre, il n'y a plus d'eau. Et pour produire une tonne, il faut 5000 litres d'eau, par exemple. Donc, conséquences domestiques, conséquences industrielles, conséquences touristiques, puisqu'on ne peut plus attirer des touristes dès lors qu'on est confronté à cette rareté de la ressource et dès lors qu'on n'a pas fait les bons choix d'investissement. Parce que la rareté de la ressource est une chose, mais vous avez des bonnes gouvernances politiques, une logique d'investissement qui permet de la contourner, qui permet d'y répondre. Et aujourd'hui, de la technologie, par exemple le dessalement, regardez ce qui se passe en Méditerranée, avec certaines îles comme Chypre. Chypre n'a plus d'eau, mais utilise le dessalement à outrance. Donc il y a des solutions. Ça quoi? C'est un problème de gouvernance? C'est un problème de prise de conscience du problème ou pas? Prise de conscience du problème. C'est vrai? Premier sujet, c'est-à-dire qu'on en parle depuis quelques temps. Oui, mais on a préféré notamment sur certains pays investir dans les réseaux de télécom plutôt que d'investir dans les réseaux d'eau. Et vous voyez des situations absurdes où vous avez des femmes, des petites filles qui portent sur des kilomètres un seau d'eau sur la tête tout en téléphonant au portable. Donc là, il y a un sujet de gouvernance, de choix politique. Après, et on veut électrifier l'Afrique. Ça fait un grand plan à la fois des Français et des Américains. C'est raison, ça fait un décalage. Non, mais ceci dit, c'est fondamental d'électrifier l'Afrique parce que pour faire de l'eau, pour faire du traitement des eaux usées, il nous faut de l'électricité. Nous, sans électricité, en tant qu'opérateur d'eau, il n'y a pas d'eau potable et il n'y a pas d'assainissement. Et s'il n'y a pas d'assainissement, il y a du développement de maladies. Évidemment des problèmes de sécurité et de santé publique. Donc si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, on peut aboutir à des guerres, à des conflits, à des confrontations? Je pense qu'il y a des pays qui sont descendus aux abysses. Je vais revenir sur la situation du Yémen. Bien avant le conflit qui frappe ce pays, depuis environ 3 ans, objectivement, c'est un pays qui a fait les mauvais choix en termes de gouvernance par rapport à l'eau. Rappelons-nous ce qu'était le Yémen dans les années 70, c'était l'Arabia Félix, l'Arabie heureuse, l'Arabie verte, avec des techniques ancestrales d'irrigation agricole. Bon, aujourd'hui, ce pays n'a plus d'eau. Les choix qui ont été faits, notamment dans le domaine agricole, aucune réforme n'a été apportée. Et pire que ça, l'eau est utilisée au Yémen pour produire de la drogue, le cat. Donc, pas d'investissement, pas de gouvernance, une mauvaise utilisation de l'eau à vocation agricole, mais pour produire une drogue. Ce qui fait que les rares ressources qui étaient présentes, aujourd'hui, sont complètement amenuisées. Donc, Franck Galland, ça c'est l'extrême. Entre cet extrême-là et la prise de conscience là en Afrique du Nord, et peut-être plus fortement en Asie avec les problèmes avec l'Inde qui risquent de se poser à cause de ce problème, on a avancé. Ah mais on avance et tout se passe par volonté politique et après par le savoir-faire des hommes et des femmes. Vous confirmez que c'est pas un problème technologique? C'est pas un problème technologique. Le savoir-faire de nos ingénieurs, de nos techniciens, quand je dis nous, parce que les entreprises françaises ont cette capacité, ce rayonnement international dans le domaine de l'eau, permet de résoudre des situations qui paraissaient difficilement résolvables. Prenons la situation d'Algérie. Le président Bouteflika a pris une décision dès 2002, avec à l'époque son ministre des Ressources en eau, Abdelmalek Sellal, devenu Premier ministre, actuel Premier ministre de l'Algérie, de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et bien, 10 ans après, il y a de l'eau H24 à Alger. Alors qu'avant, on était obligé effectivement de faire des réserves, de stocker dans sa baignoire, de stocker sur des réservoirs en hauteur. Non, il y a eu des bons choix de partenariat public-privé qui ont été faits, avec l'arrivée de groupes comme Suez, avec l'arrivée de groupes comme Veolia. Mais vous parlez quand même d'hydropuissance. C'est quoi une hydropuissance? C'est un pays qui est capable de faire de la diplomatie à partir de l'eau. Est-ce que la Chine doit être une hydropuissance? Mais dans ces cas-là, elle va poser des problèmes à l'Inde en détournant certains fleuves. L'hydropuissance, c'est un concept stratégique, c'est un concept politique, mais ça peut être aussi un concept technologique. Je vais illustrer mon propos dans un instant. Concept politique et hydropolitique, la Turquie est une hydropuissance, avec sa maîtrise des barrages sur le Tigre et l'Euphrate. L'Éthiopie, avec la construction de ce barrage Renaissance, qui devrait sortir définitivement de terre en 2017, fin 2017, sera potentiellement une hydropuissance, puisqu'elle aura la maîtrise du Nil bleu. Alors elle le fait pourquoi? Parce qu'elle aura en 2030 110 millions de personnes à nourrir. Elle le fait parce qu'elle a un potentiel hydroélectrique absolument
hallucinant, 45 000 MW, on parle de 45 000 MW, ce barrage qui sort de terre, ça sera quand même la 13e réserve d'eau douce au monde, 6 000 MW de puissance, c'est un ouvrage absolument colossal et qui peut lui donner la maîtrise du Nil. C'est ce qui inquiète ses grands voisins de la voile, égyptiens et soudanais, même si un accord a été conclu en 2015 contre toute attente. Et vous voyez, on peut être hydropuissance, mais être intelligent et s'asseoir à la table des négociations. Donc, ce concept politique et stratégique est une chose, mais on peut être aussi une hydropuissance technologique. Prenons le cas de Singapour. Singapour dépendait, il y a encore 40 ans, pour son alimentation en eau de son grand voisin malais. Singapour a vécu, y compris un acte terroriste sur sa conduite qui alimentait cette cité-État en eau brute, c'est-à-dire en eau non traitée. Eh bien, Singapour a fait le choix, il y a 20 ans, de devenir un hydro-hub pour l'Asie, c'est-à-dire un pôle technologique de référence qui est un phare de rayonnement de connaissances scientifiques et technologiques aujourd'hui, dont beaucoup de pays, dont la Chine, confrontée à un problème de rareté de la ressource, est aujourd'hui envieux et veut faire à peu près la même chose, parce que Singapour utilise du dessalement, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Singapour utilise de la réutilisation des eaux usées et va devenir championne du monde dans ce domaine. Donc vous voyez que le savoir-faire des hommes, la technologie, la volonté politique, le financement permettent de renverser la tendance. Merci beaucoup Franck Galland pour votre analyse. Je renvoie les lecteurs à ce livre, Le Grand Jeu, paru aux éditions CNRS. Pour l'heure, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir. Bon, excusez-moi. Voilà. Ok. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons un sérieux problème, la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, chez nous en Afrique, qui doivent intéresser immensement le peuple africain, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Ils doivent s'intéresser. Il est temps que les Africains arrêtent maintenant de penser que aux vêtements, les costumes, les chaussures. Il est temps que l'Africain arrête d'être consommateur des produits français. Oui, oui, il est temps. Il est temps que l'Africain ouvre bien ses têtes, son cerveau, parce que l'Africain, il aime bien aller vendredi boîte de nuit, danser, samedi boîte de nuit, danser, dimanche boîte de nuit, danser. Hein? Mais pendant ce temps, l'homme occidental, l'homme blanc, 666 de merde, hommes politiques, députés, tout cela, ils regardent l'Africain et ils bougent leur tête, ils disent, regardez-moi ces idiots-là. Oui, quand ils nous regardent, c'est comme ça qu'eux, ils pensent. Même les femmes africaines, quand elles vont voir les assistantes sociales, mais elles pensent comme ça, quand elles voient les femmes africaines, elles se disent, regardez-moi ces idiotes-là. Au fond d'elles, les femmes blanches qui travaillent comme assistantes sociales ou des femmes africaines qui travaillent assistantes sociales, mais qui sont des Françaises, des papiers. Est-ce que vous comprenez? Il est très important que les gens s'intéressent des sujets maintenant de l'Afrique. Nous allons passer maintenant sur des dossiers sur le fleuve Congo. Fleuve Congo. Attendez. Fleuve Congo. Voilà. Donc, suivez bien la vidéo, hein. Il faut bien suivre, hein. Et s'il vous plaît, partagez immensement ces informations, partagez les vidéos immensement dans des groupes sociaux, hein, dans vos groupes,
vos amis, partagez ces informations, s'il vous plaît. C'est pas à moi de faire des directs, après de partager. Qu'est-ce qui vous coûte de partager? Qu'est-ce que vous coûte? Hein? Regardez, aujourd'hui, on est dimanche. Je pouvais être pour moi dans le lit, en train de dormir, sur mon lit. Mais je fais cette vidéo pour vous ouvrir la conscience, afin que vous compreniez que nous sommes en danger. Ne voyez pas la France, vous dites, oh je suis en France, c'est beau. Oh je suis aux States, c'est beau. Oh je suis au Canada, ou... Non! Suivez. Suivez. Vous allez comprendre. C'est le barrage au niveau de la rivière Koto, donc c'est au village qui a sur la République centrafricaine. Et le deuxième, c'est de construire un deuxième barrage sur la ville de Palmo, mais en fait, c'est sur le fleuve Ubangi. Et ces deux barrages vont être construits en Centrafrique. Et je crois qu'il y a déjà un certain nombre de travaux qui sont en cours, et nous avons donc pensé emmener cette présentation ici aux yeux du monde entier, pour que les écologistes du monde se réveillent. Peut-être qu'on pourra sauver les deux bassins, celui du lac Tchad et celui du bassin du Congo. Donc en fin de compte, selon les promoteurs, ils se disent pourquoi transférer l'eau du fleuve Congo, du bassin du Congo, vers le bassin du lac Tchad. Les promoteurs disent, mais voilà, le lac Tchad a perdu sa superficie. Nous avions vu qu'en 1973, la superficie du lac Tchad était environ 25 000 km². Et dans les années 90, la superficie varie entre 2000 et 10 000 km². Donc en fait, l'objectif ici, c'est de ramener l'eau du bassin de la superficie du bassin du lac Tchad à 25 000 km². Donc sa superficie initiale. Voilà, ça c'est selon les promoteurs. Mais aussi, ils ont évoqué plusieurs raisons. Ils disent, mais voilà, si nous allons le faire, nous allons donc prévenir l'assèchement du lac Tchad, notamment dû au réchauffement climatique. Ça, ce sont des raisons qu'ils ont évoquées. Deuxièmement, ils ont dit, mais voilà, nous allons résoudre le problème d'irrigation de lac Tchad. Mais voilà, nous allons empêcher le chômage de jeunes et nous allons donc leur permettre de regagner leurs activités, notamment la pêche, l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite. Et puis, en fin de compte, ça va donc éviter aux jeunes de s'associer aux activités du terrorisme comme Boko Haram. Ça, ce seront les promoteurs et aussi les autres groupes, enfin, qui exercent dans ce même domaine. Ça, c'est d'après les promoteurs. Hein. Ça sont les raisons de sont venues avec. Mais nous, on est allé chercher un peu plus loin. Si vous voyez un peu ces promoteurs-là, mais qui sont ces promoteurs-là? Vous voyez que ce sont des groupes, des lobbies occidentaux qui sont à l'intérieur. Vous voyez des Italiens, des Français, des Américains. Et si vous voyez dans ce cercle-là, il y a des présidents, il y a, excusez-moi, je veux repartir dessus, voilà, c'était où là? Voilà, juste un instant, voilà, d'accord. Voilà, vous voyez, tous ces gens-là, dans ces promoteurs-là, il y a des présidents en cours de fonction, il y a des présidents retraités. Et il y a les anciens représentants des Nations Unies. Donc des gens qu'on envoie en mission dans nos pays, en nous, dans nos régions, en nous, ils identifient des sources et des revenus pour eux. Et une fois qu'ils exercent leur fonction, ils deviennent des grands promoteurs, des grands projets. Des projets qui vont détruire nos régions, nos pays, et qui vont donc leur amener notamment de l'argent dans leur poche. Hein? Donc ça, c'est des choses où nous devons faire très attention. Et de l'autre côté, vous avez les partenaires africains, notamment des chefs d'État en cours de fonction. Tout ce monde-là, ils ont signé. Mais la liste, elle est longue. Nous avions aussi la liste de ces promoteurs-là. Nous avons la liste. Si vous voulez, on pourra vous les partager. Hein? Donc, nous voulons donc savoir, expliquer au monde entier les promoteurs de ces deux projets. Voilà. Et mais que pensent les experts? Parce que nous sommes dit, mais voilà, les gens viennent avec des projets, ils ont vendu leur projet au monde entier, les gens l'ont accepté, et nous sommes allés donc chercher du côté des experts. Que pensent les experts en géographie, les experts en culture, en fait, bref, les intellectuels du monde entier. Et qu'est-ce que ces intellectuels-là pensent? Voilà ce que ces experts pensent.
l'assèchement de il n'a pas l'assèchement de l'Arctia depuis les années 70. Ça, c'est d'après les experts. Donc, ils ont conduit plusieurs études, ils sont venus avec beaucoup de données, ils ont démontré qu'il n'y a jamais eu l'assèchement de l'Arctia depuis les années 70. Donc, en fait de compte, ils ont même dit le plateau sud, donc ce plateau-là, du l'Arctia, est quasiment stable. Voilà. Ils disent que bon, le plateau nord, en fait de compte, pour ceux qui ne savent pas l'histoire du lac Tchad est conçu de deux cuvettes, la cuvette nord et la cuvette sud. La cuvette sud est alimentée par deux fleuves, c'est-à-dire que ces deux fleuves viennent du Centrafrique. Le côté nord avait été créé lors des années 70, lors de l'assèchement de lac Tchad. Ça avait été créé, donc c'est une création de l'homme. C'est l'homme qui a permis donc la création de la cuvette nord du bassin de lac Tchad. Donc c'est une création de l'homme. Donc vous voyez bien que tout ce qui est création de l'homme a ses limites. Mais par contre, la cuvette sud, c'est naturel. C'est l'eau des rivières qui vient à tout le monde. Voilà. Donc les experts disent que voilà, l'assèchement du côté nord, c'est normal parce que ça avait été créé par l'homme. Et puis, voilà, bon, ils ont expliqué pourquoi la cuvette nord, pourquoi nous avions des problèmes de séchement. Voilà. Parce que seulement la nature, qui est devenue produit de l'eau, notamment, joue à ses grimaces parce qu'avec les changements climatiques, là, ça c'est d'après ce qu'ils ont. Bon, maintenant, nous nous sommes posé plusieurs questions. Nous avons essayé de réfléchir, de voir un peu qu'est-ce que le lac Tchad a. Nous avons dit, bon, ouais, le lac Tchad, c'est le quatrième lac d'Afrique. Et puis nous avons vu qu'il y a au moins 40 millions de gens qui vivent du lac Tchad, de l'article autour de lac Tchad. Et nous avons donc essayé de voir les rivières, notamment, si vous voyez ici, vous voyez ces deux fleuves-là, le Chari et le Logon, qui représentent les 95% de l'eau fournie au niveau de lac Tchad. Bon, nous nous sommes dit, bon, quelles sont donc les solutions afin de prévenir l'assèchement du lac Tchad. Nous allons chercher nos solutions à nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour nos amis qui suivent le lac Tchad, les 40 millions que nous avons dit, qu'est-ce qui peut leur aider afin de pouvoir survivre pendant tout ce temps que les promoteurs disent qu'il y a des problèmes de l'assèchement du lac Tchad. Voilà. Nous avons dit, bon voilà, peut-être qu'il faut promouvoir le grattage de ces deux fleuves-là, hein, notamment le fleuve Chari et le fleuve Logon. Le lagage, nous savons, c'est une opération qui consiste à enlever tout ce qui est les débris au fond de l'eau, notamment le sable et tout, afin de permettre une fluidité de l'eau. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on introduise le contrôle des prélèvements de l'eau, de l'irrigation en amont des deux fleuves. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 pays riverains autour de lac Tchad, et ces pays-là peuvent mettre en place des structures de fonctionnement qui permettraient de contrôler l'eau, de contrôler les prélèvements d'eau. C'est une partie des solutions. Les gens peuvent s'asseoir, il y a beaucoup d'intellectuels africains, nous ici nous pouvons contribuer. Comment on peut le faire? Et puis nous avons donc pensé que bon, on peut mettre en place un système de suivi pour une meilleure gestion des eaux de lac autour des pays agricoles. Mais non, nous on s'est dit, bon écoutez, allons quand même regarder le bassin du Congo. On a fini de voir le bassin du lac Tchad, on a vu le lac Tchad, on a essayé de donner des solutions. On va essayer de voir qu'est-ce que le bassin du Congo a et les impacts que le transfert de l'eau au niveau, le transfert de l'eau du bassin du Congo et de la guerre peut avoir, quelle répercussion que nous allons voir. Ben voilà. Donc nous sommes dit, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie, et tout le monde le sait. Hein, ça, c'est une zone que nous devons préserver. Et nous avons dit aussi, c'est une zone qui est très riche en écosystèmes marins et forestiers. Oui, nous sommes allés encore plus loin, nous avons donc vu la superficie, c'est vraiment très vaste. Elle représente 520 millions d'hectares. Nous avions les forêts du bassin du Congo, plus de 200 millions d'hectares de forêts, dont 20 millions sont inondés, donc dépendent de l'eau de ce bassin. Et nous avons donc vu les pays autour du bassin du fleuve Congo, nous avons la plus grande partie des forêts sur le République démocratique du Congo, et vous avez ce tableau qui vous montre tout. Donc on s'est dit, bon, on va encore aller chercher. Donc si vous essayez de voir, au moins 38% hein, de la superficie est dominée par la forêt. Et puis,
nous sommes allés chercher encore un peu plus loin, nous avons vu la biodiversité du bassin du fleuve Congo, et on fait environ 400 espèces marines, nous les mammifères, plus de 1000 espèces d'oiseaux, plus de 200 espèces végétales, 20 000 espèces végétales, 280 espèces de reptiles, donc c'est quand même très riche. Hein. Tout ça, c'est des choses que nous devons préserver parce que la biodiversité, c'est ça qui nous permet, plusieurs médicaments qui nous soignent proviennent de ces choses-là. Et donc, nous devons quand même essayer de penser, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons donc vu plus de 900 espèces de papillons, quelques 4000 éléphants, nous avons encore 9000 chimpanzés, ils sont inventoriés, nous avons donc vu plus de 20 000 à 75 gorilles de plaine. Donc c'est quand même une région très riche. Bon, nous avons donc vu le rôle que joue le bassin du fleuve Congo. Elle constitue une réserve de carbone d'importance mondiale pour la régulation du gaz à effet de serre. Donc vous comprenez que le bassin du fleuve Congo, ben, l'Afrique, si aujourd'hui l'Afrique peut survivre, c'est ça, ce point-là, qui est très important. Et même le monde entier, parce que le réchauffement au niveau du bassin du fleuve Congo va avoir plus d'impact dans toute la sous-région, et notamment en Afrique d'une manière générale. Et nous avons donc vu, elle assure la régulation du climat régional local et aussi l'atténuation de l'écosystème. Elle permet le recyclage de l'eau, voilà. Ça, c'est ce que nous avons vu l'importance, le bassin du Congo. Donc, nous nous sommes dit, mais ça c'est très important hein, pour notre survie, pour ceux qui y vivent. Nous avons donc vu, du point de vue eau douce, environ 3,7 millions de kilomètres carrés de superficie d'eau douce que nous devons protéger. La deuxième source mondiale en eau des bassins versants. Donc les bassins versants, c'est juste des bassins qui conduisent vers la mer, hein, qui conduisent vers l'océan. Ben, le fleuve représente l'épine dorsale du Congo, ça on l'a dit, et nous avons la prolongation du fleuve. Ben, le fleuve Congo en lui-même, bon, ça c'est juste, je vais juste passer ces affluents, je voulais juste vous représenter les rivières et le début de chaque fleuve qui converge vers le fleuve Congo. Nous avons donc notamment 3 grands fleuves en général. Ben, ça, je voulais juste montrer. Mais nous avons, ce qui est plus important, c'est là. Le lac Tchad, on a dit 48 millions de populations qui dépendent du lac Tchad. Là, vous avez 100 millions de populations qui dépendent du bassin de l'eau, du bassin du fleuve Congo. Donc, quand même, nous avons là 100 millions de gens qui sont potentiellement en danger, qu'il faut peut-être protéger. Maintenant, là, j'ai voulu montrer la démographie africaine et jusqu'en 1950. Vous voyez bien que les 100 millions en 2050, ça va devenir quasiment le double. Donc 200 millions de gens qui dépendent de l'océan du fleuve Congo. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc ça doit quand même diligenter quelque chose au niveau des écologistes mondiales pour pouvoir penser, pour dire, là, on a un problème. Il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir résoudre ce problème de l'eau du bassin du fleuve Congo et du poisson du fleuve Congo. Voilà. Je vais aller plus rapidement, monsieur Soussé, il me reste combien de minutes 30 secondes. Voilà. Ouais, donne-moi combien de minutes. Voilà. Là, nous sommes dit les problèmes actuels du bassin du fleuve Congo. Si vous voyez la rivière de Obangui, c'est cette rivière qui veut vouloir construire tous ces barrages pour transférer l'eau du bassin du fleuve Congo vers le bassin de la Tchad. Si vous voyez, là, nous avions une courbe de débit du bassin du fleuve Congo qui varie par rapport à l'année. Vous voyez bien que le débit est en train de décroître au fur et à mesure que nous évoluons en année. Et puis, nous avions les problèmes de débit qui se posent au niveau de cette rivière. Deuxièmement, nous avions, je vais aller plus vite, si vous voyez les éruptions de navigation sur la rivière Obangui par année, vous voyez 4 jours par année, de 1935 vers 1979, mais aujourd'hui, vous voyez 200 jours par année en 2010, en 2002. Mais là, vous voyez qu'il y a une progression là. Hein? Donc, ce sont les jours par année d'interruption de navigation sur la rivière de Bangui. Donc, nous avons bien un problème de débit. Donc, comment allons-nous commencer à prélever l'eau d'un fleuve renvoyé au lac Tchad alors que nous avions déjà un problème de débit pendant cette rivière et sur cette rivière au cours des années? Donc, il y a vraiment un grand problème. Mais le bassin du Congo a plusieurs problèmes. À cela s'ajoute le braconnage et tout ce que nous avons ici, l'exploitation et les dangers que ça peut constitutionnellement entraîner.
je vais aller plus rapidement. Mais nous nous sommes dit le transfert de l'eau du bassin du Tchad vers le lac Tchad a des conséquences n'est pas sur l'environnement, sur la biodiversité, et sur les populations et sur l'économie. Ça c'est normal, parce que nous venons de démontrer ça. Il serait pas profitable, parce que vous voyez ce projet ne va pas profiter aux Africains. Ça va profiter à ces grands lobbies-là. Ça ne va même pas créer de l'emploi, parce que ça sera des systèmes mécaniques dirigés par des machines et non par l'homme. Donc les populations de ces sous-régions, que ce soit celles du lac Tchad ou du bassin du Congo, n'auront pas d'emploi là-dessus. N'auront pas d'emploi. Ok. Voilà. Donc c'est là où nous sommes. Il risquerait de créer un conflit, évidemment. Bon, ça c'est ce que nous venons de démontrer. Si vous voyez, naturellement, ça serait déplacer un problème vers une autre région. Parce que les hommes ont créé la cuvette nord du lac Tchad. Aujourd'hui, cette cuvette pose des problèmes, donc ça montre des limites. Maintenant, s'ils veulent transférer l'eau du bassin de Congo vers le lac Tchad, c'est encore une création de l'homme. Il y aura des limites, donc déplacer un problème vers une région à une autre. Bon, les suggestions, nous sommes venus avec plusieurs suggestions. Éviter tout investissement dans des projets non rentables qui sont voués à l'échec, qui serviraient de goulot d'étranglement pour les peuples africains. Et ça, nous venons de le voir, les limites au niveau de la cuvette nord du bassin de lac Tchad. Nous voulons des vrais projets pour les Africains, pas des projets qui consistent à créer d'autres problèmes. C'est ce que nous voulons. Deuxièmement, appliquer le principe de pollueur-payeur qui existe en Europe, en Occident d'une manière générale. Voilà. Les populations riveraines autour du lac Tchad doivent trouver des solutions, d'abord dans leur milieu, avant d'aller chercher ailleurs. Bon, voilà. Donc c'est ce que nous voulons. Nous avons fait une proposition ici. On peut par exemple financer le projet de désalinisation de l'eau de l'océan Atlantique au large du port maritime de Douala. Le Cameroun fait partie des pays riverains de la Tchad. La désalinisation, c'est déjà un processus thermodynamique qu'on peut utiliser qui permet de prélever l'eau du mer et de le transformer en eau douce. Ça, on peut le faire. Sans pourtant détruire l'écosystème du bassin du Congo, on peut utiliser cette eau. On prend le mer, on le transforme en eau douce et on le déverse au lac Tchad. C'est une solution, ça existe. Beaucoup de projets comme ça existent en Arabie Saoudite et dans plusieurs régions du monde. Ça existe. Et ça on peut le faire. Et nous pouvons aider dans l'expertise. Plusieurs solutions. Créer un gigantesque le canal de navigation, le profit. Bon, voilà. Ça, c'est par exemple une idée qui est bonne. Au lieu de venir avec un projet qui va détruire les vies de plusieurs personnes, on peut, par exemple, apporter un projet qui va donc aider à des organisations africaines et aussi le Tchad, notamment en créant un grand réseau au niveau de la navigation, au niveau des fleuves. Ça, c'est par exemple une solution. Ça, c'est des projets qui vont créer de l'emploi pour les populations de l'Arc. C'est aussi l'emploi, pour l'expertise. Mais subventionner le projet par le Congo, tout le monde sait, on le démocratique du Congo, le projet Congo, c'était un grand projet qui est là, mais aujourd'hui, ce projet est revenu peut-être à 5%. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les lobbies là, ne veulent pas que ce projet-là aille en avant. Hein? Parce que ce projet-là donnerait à cette région la capacité, la potentialité de devenir le producteur mondial de l'électricité. On peut améliorer, et aujourd'hui, le Banque mondial deviendra un projet qui donnera de l'emploi à plusieurs personnes dans la sous-région. Et ça, c'est les projets que nous voulons pour l'Afrique. En conclusion, les hommes doivent apprendre à respecter la nature au risque d'être la victime d'apocalypse. Je vous remercie. Merci, M. Bernard Cormier. Éventuellement, comme tu as dit, vous pouvez rester en place, s'il vous plaît. Oui, on va prendre deux questions, parce que la globalisation de bassin du Tchad guette. Donc, merci. Nous allons prendre deux questions dans la salle, s'il vous plaît. Oui. C'est intéressant, on répète une question d'ailleurs, mais j'ai une je me sens dans la présentation un engagement écologiste, mais aussi un discours que je qualifierais d'anti-panafricanisme, quelque part, parce que je suis avec un combat de l'Église tout à fait dangereux, mais par contre, à la position de
étant donné que je ne suis pas écologiste dans la terre. Merci les trois questions. Rappelez-moi la question c'est presque la même. Parce que dans le discours Bernard, rappelez-moi le complot. Moi je ne vois pas de raison du complot. C'est la même question. D'accord. Mais ici, là, j'ai essayé de démontrer un peu les volontés qu'il peut avoir ce projet-là. Ça n'a rien à voir avec l'africanisme. Le panafricanisme, c'est un projet que je veux que les gens le savent. Parce que c'est resté dans les couloirs et jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne le connaissent pas. Pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce que ça a été décidé du point de vue politique. Et c'est un projet que nous avons plusieurs projets. À cause des mauvaises décisions politiques que les dictateurs africains, notamment dans la zone d'Afrique centrale, ont donné l'approbation pour simplement satisfaire leurs partenaires occidentaux pour demeurer au pouvoir. Mais, en fin de compte, même dans leur milieu de ces politiciens, il y a ceux qui sont en train de rouler mais qui n'ont pas le courage de le dire. Mais, avant de chercher des solutions ailleurs, il est toujours important de chercher des solutions dans son milieu. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir transformer l'eau, pour essayer d'approvisionner la Tchad. Nous allons présenter des solutions. La désalinisation, c'est un bon projet qui coûterait moins cher, tout d'abord. Et ça permettrait aussi de ne pas la diversité économique au niveau de la zone de la zone du bassin du Congo et éventuellement éviter de déplacer le problème des générations parce que ça ne serait pas la solution. À long terme, ce n'est pas une solution. Une question à M. Jean-Simon. Oui, mais félicitations pour cet exposé très brillant. Et au départ aussi, effectivement, on a vu titulaire. On s'est posé une question vers la guerre de l'eau. Et puis voilà, c'est bien actuel. Donc je voudrais quand même que tu puisses un peu pour moi, s'il te plaît, et t'as le droit de crédibilité, bien m'expliquer la notion de guerre, la notion de guerre, en fait, quels sont les acteurs de la guerre? Est-ce que c'est une guerre chaude? Est-ce que c'est une guerre froide? Mais vous savez, la prise des décisions politiques peut enchaîner à plusieurs problèmes. Nous savons aujourd'hui qu'une grande partie du conflit au Moyen-Orient, je n'ai pas envie de citer des pays ici pour éviter de se faire tirer de foule, c'est à cause de l'eau, parce que c'est une guerre des terres. Les uns veulent récupérer une terre qui a une grosse quantité d'eau pour la production agricole dans le ciel ou l'élevage. Les autres disent que ça leur appartient et doivent les récupérer. Donc c'est sur cet aspect-là que je suis en train de voir qui se fait là, au Moyen-Orient. Ça ne finira jamais tant que ça ne sera pas résolu. Ça ne finira jamais. Et c'est cet aspect qui est en train de venir au niveau de l'Afrique centrale. Parce que si vous voyez ces promoteurs économiques qui viennent avec ces gens de projets, ils n'ont qu'un seul objectif, briser les deux projets, alors qu'ils savent qu'il y a des deux solutions, malgré les experts leur disent que ça ne marche pas, mais ils peuvent quand même y aller. On se pose plusieurs questions, pourquoi? Voilà. Donc, la guerre de l'eau. La guerre de l'eau doit intéresser pas mal de gens parce que pas mal vivent dans l'ignorance. Pas mal ne s'intéressent pas aux actualités, mais s'intéressent que aux réseaux sociaux pour causer avec des filles, des femmes. Parce qu'il y a pas mal d'hommes qui sont déjà mariés, mais qui cherchent d'autres maîtresses dans les réseaux sociaux. Ils se donnent rendez-vous dans différents coins de Paris. Il n'y a que ça. Mais est-ce que l'Africain est venu sur Terre uniquement juste pour le jugement de la vie sur Terre? Avoir plusieurs maîtresses? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Intéressez-vous au sujet très important sur l'Afrique.
Les guerres qui se passent en Afrique, vous croyez que ça se passe pour rien? Au Congo RDC, on tue tout le temps. Pourquoi on tue ces villageois-là dans leurs terres? Mais parce qu'il faut exterminer ces villageois-là, parce qu'aux alentours, il y a le fleuve, il y a l'eau. Mais l'eau là intéresse, parce qu'il y a quoi? Construction des maisons flottantes au-dessus, et sous l'eau, construction aussi des maisons. Je me souviens à l'époque au Congo-Brazzaville, à l'école primaire, là où j'avais fréquenté l'école de la Poste. Sassou avait vendu tout ce coin-là de l'école de la Poste. Il a vendu à une société pour construire une grande banque. Mais l'argent de cette banque, qui était rentré pour la banque, la construction, tout, vous savez ce que Sassou faisait? Je vais vous le dire. J'étais petit, hein. Mais petit, j'étais beaucoup un enfant observateur. Sassou, il empruntait de l'argent, hein, parce que les Haoussa, les Béninois, hein, les Sénégalais, les Maliens, Sassou donnait immensement d'argent. Et ils ouvraient des magasins. Des commerçants partout. Poto, Mongali, Wenzi. Il n'y avait que eux, les Congolais des petits commerces. Même les Sénégalais. Il y a pas mal de Sénégalais, des enfoirés de merde, certains d'entre eux, qui se moquent des Congolais aujourd'hui, qui prennent certains Congolais pour des esclaves. Ces enfoirés de merde. Ils ont beaucoup bénéficié de nos terres. Au Congo. Voilà pourquoi il y a pas mal de Sénégalais tordus qui aiment Sassou. Et qui parlent que du bien de Sassou. Sassou nous a rendus riches. L'argent du pétrole, nous, on l'a bouffé. Mais par contre, vous, les Congolais, vous n'avez rien eu. C'est comme ça qu'ils parlent. Donc, les Haoussa, vous avez les Haoussa, les Abemboshi. Les Abemboshi, Haoussa, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Frappez sur Google. Abemboshi. Hein? Abemboshi Haoussa, vous allez voir. Frappez sur Internet. Abemboshi Haoussa. Beaucoup de dossiers vont sortir. Cherchez à cliquer et lisez. Ils ont tué les parents de Sassou. Un blanc français qu'on appelait Robineau. Ils l'ont découpé en 1000 morceaux. Ils l'ont préparé. Et ils ont donné à manger. Et il y a eu pas mal qui se sont mis à manger. Les Blancs se sont mis à table. Oh, c'est bon, c'est bon. Mais la famille de Sassou avait mangé une partie de Robineau. Mais les Blancs, en mangeant, ils vont constater, oh, mais il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est Robineau. Mais eux, ils vont continuer à manger. Paf, ils vont tomber sur une bague. Ils vont reconnaître la bague là, que c'est la bague de Robineau. Et c'est là où ils vont comprendre qu'ils étaient en train de manger Robineau. C'est là où ils ont pris les Abemboshi là. Hein, Haoussa de merde. Ils ont éparpillé un peu dans l'Afrique. Parce que dans les Abemboshi Haoussa, vous avez des Biafra. Voilà pourquoi au Gabon, Ali Bongo, il massacre immensément. Congo-Brazzaville, Sassou, il massacre immensement. Hein? Kabila en RDC, le Rwandais Tutsi, il massacre immensement. Paul Kagame massacre immensement aussi en RDC. À part le grand génocide qui était commis à partir du jeu de la France. Pourquoi? Il y avait la stratégie de la guerre pour occuper la RDC parce que eux, ils savaient par rapport à leurs satellites les minéraux qui se trouvaient au Kivu. Moi, à l'âge de 6 ans, quand on allait au Kivu avec la famille Olela, la famille Bitafou et la famille Passi de mon père, quand on allait au Kivu pour aller visiter les animaux, les éléphants, les lions, à l'air libre, nous on était dans des 4x4. Donc, hein? Moi, quand je voyais la montagne du Kivu,
Je disais à mon père et je disais aux amis de mon père, Olela, papa Olela et papa Bitafou, je disais, là, il y a beaucoup de minéraux ici. J'avais que 6 ans, hein. J'étais petit. Mais je le savais déjà. Pourquoi? Le sang bantou. Le sang bantou. Je suis né au Congo-Brazza. La RDC appartient aux Congolais de la RDC. Mais les Congolais de la RDC sont des bantous comme moi. Bantous. Je suis métisse, oui, parce que ma mère, elle est de la France. Mais je le sens bantou. Alors, ce qui se passe dans nos terres, c'est problème de nos minéraux. Oui, nos minéraux. Mais l'eau, la guerre de l'eau. Oui, la guerre de l'eau va se faire. Pourquoi? C'est le plan des Nations Unies, des Occidentaux. Il faut en découdre avec les Africains. Voilà pourquoi eux, leur plan. Il ne faut pas qu'il y ait des Africains dans la zone, en Afrique. Une Afrique sans Africains est une Afrique meilleure. Oui, est une Afrique meilleure. Donc, les gens doivent s'intéresser de la guerre de l'eau. C'est très important. Bon, je crois que je vais mettre... Je vais mettre celle-là. La guerre de l'eau entre l'Afrique et l'Europe. De Jean-Paul Pougala. Attention. Voilà. On va suivre ça. Après, je mettrai autre chose. Voilà. Et je vous souhaite de passer un excellent bon dimanche à tous. Vive la vérité, hein. La lecture des leçons de géostratégie africaine N degré 60 extraite du chapitre 6 du tome -2 page 67-92 est déconseillée à toutes les âmes sensibles qui ont fui l'Afrique pour chercher le paradis en Occident. Il existe une carte d'Afrique qu'ont sur leur table presque tous les dirigeants politiques européens. Et cette carte, presque aucun dirigeant africain n'est au courant de son existence. Cette carte est aussi très probablement le théâtre des futures guerres africaines. Ce sont des zones dont les dirigeants seront bientôt investis par les médias occidentaux de dictateurs et leurs gouvernements deviendront des régimes comme refrain de la bouche des mêmes journalistes et pseudo-experts de l'Afrique, et puis un bureau parisien et londonien. Cette carte de la cartographie des réserves souterraines d'eau en Afrique. La question de la pénurie d'eau potable est un sujet secret en Europe. Parce que ce dossier est même pire que la désertification industrielle en cours et causant de nombre de chômage, parce que c'est tout aussi un problème utile. Surtout qu'en économie, aucun pays ou continent ne peut être frustré à l'infini. Il arrivera un moment où la misère deviendra un atout pour arracher son avantage comparatif aux autres nations, aux autres continents. Donc, l'Europe est plus inquiète de la pénurie d'eau potable que du chômage, parce que plus les années passent et plus ce problème empire sans que l'on ne sache trop bien comment le résoudre. Voilà pourquoi l'Afrique a été prise comme cible. Il est prévu que des citernes d'eau seront chargées quotidiennement des ports africains pour alimenter la vie en Europe. À une stratégie pour fronter l'Afrique. L'Europe se prépare à importer des bateaux d'eau d'Afrique, mais gratuitement, sans payer. Pour y parvenir, depuis des décennies, plusieurs stratégies sont mises en place et elles marchent plutôt bien, faire taire les informations sur la situation calamiteuse du manque d'eau en Europe. Selon l'OMS, 40 enfants meurent chaque jour en Europe de diarrhée à cause de manque d'eau et de la mauvaise qualité de l'eau. Matraquage médiatique sur le réchauffement climatique et les conséquences catastrophiques pour l'Afrique. Il arrive que souvent, même des professeurs d'universités africaines, en toute bonne foi, participent à cette mascarade, allant jusqu'à organiser des départements universitaires dont les questions relatives au réchauffement climatique